le vélo t'embarque dans une aventure lointaine, mais aux portes de chez toi. L'ultra, ça m'a fait découvrir des trucs incroyables, de dépassement personnel, mais aussi du coup de découverte de moi dans le dépassement, comment je réagis, comment je suis, notamment aussi l'entraide. Tu vas partager un repas, mais c'est le meilleur moment de ta vie. Tu as une connexion secrète qui se crée avec cette personne. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Vivre intensément à en crever. C'est la phrase prononcée pendant notre échange par Caroline, mon invitée de la semaine, qui m'a le plus marqué. Caroline est une cycliste ultra-distance et une femme de conviction. Une femme convaincue que la pratique de l'ultra peut être autre chose qu'une recherche de la performance. Une femme convaincue que se dépasser, c'est avant tout vivre une aventure plutôt que de viser un chrono. Une femme convaincue que l'inclusion et la diversité dans le cyclisme sont possibles, nécessaires et en réalité des évidences. Un de mes invités me disait récemment que dans le sport, on retrouve surtout des ingénieurs et des poètes. Vous l'entendrez, dans cet échange, c'est surtout la poésie qui parle. Un immense merci Caroline pour ce beau moment de partage. Excellente écoute à vous les frappés. Eh ben, salut Caro. Bonjour Loïc, comment vas-tu? Eh ben, génial. Et toi? Très bien, très bien. Content d'être là. Eh ben, moi je suis ravi de t'accueillir. Juste génial que tu aies répondu aussi rapidement à ma sollicitation. Merci beaucoup une fois de plus. Je suis trop content. On va parler cyclisme, ultra-cyclisme même, entre autres choses très certainement. Peut-être Ironman, voilà, tu as fait plein de choses, mais bref, j'en ai déjà trop dit. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter, de nous expliquer qui tu es. Donc je m'appelle Caroline Prigent, j'habite à Paris et j'ai grandi à Paris, chose qui n'est pas anodine quand on pratique beaucoup de sports outdoor. Depuis 1 an, je suis cofondatrice de Poco Loco. Donc Poco Loco, on crée des aventures gravel ou route longue distance pour découvrir les territoires et aussi pour rencontrer plein de gens. Et ça me prend beaucoup de temps et surtout j'y mets tout mon cœur parce que c'est un projet qui rassemble tout ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire à la fois de l'ultracyclisme, mais aussi rencontrer des gens qui partagent cette même envie de découvrir la nature et de sortir du monde grâce à la pratique du vélo. Euh, Excellent. et, et ouais, enfin, et peut-être du coup, je suis allée direct sur Poco Loco, mais enfin, en présentation un peu plus globale, peut-être, je sais pas, le CV sportif. Moi, à l'origine, je faisais, enfin, jusqu'à mes 25 ans, je faisais pas beaucoup de sport. J'ai 35 ans. Euh, ou beaucoup de sports, genre rugby, boxe, parce que j'avais beaucoup d'énergie. Et en fait, à un moment, j'ai réalisé que c'était pas forcément dans le sport de combat que je m'épanouissais, notamment parce qu'il y a un gagnant et un perdant, mais plus dans les Mm. sports d'endurance où là, tu te bats contre toi-même. Et en plus, dans les pratiques de sport d'endurance, ce que j'aime, c'est, enfin, et notamment dans l'ultracyclisme, c'est le côté aventure, qui est quelque chose que j'ai toujours eu depuis ma tendre enfance, grâce à mes parents qui m'emmenaient faire des randos et des treks sauvages. Et donc, grâce à ça, j'ai pu
j'ai pu, développer, mes différentes appétences dans le triathlon, en commence au départ, un peu de trail et puis maintenant dans l'ultra cyclisme. Génial. Génial. Alors tu balances comme ça triathlon, enfin c'était quand même sur des formats, XXL, Ironman? Yes, alors, mais c'était pas prévu. C'est-à-dire OK. que en fait, enfin, j'ai fait ma première expérience pro, c'était, à Montréal et un jour j'ai rencontré, enfin j'étais avec une copine, elle me dit: «Ah, il y a mon copain avec 5 copains, ils vont faire un marathon» et je sais pas pourquoi à ce moment-là, je me suis dit: «Ah ouais, vas-y, j'ai envie d'un défi», et en fait, j'ai appris 2 semaines plus tard que c'était un triathlon. Je me suis dit: «OK, OK, je vais faire du triathlon» et sauf que je savais, faire que de la brasse. J'avais très mal respiré sous l'eau et j'avais jamais fait de vélo. Mais je sais pas pourquoi je me suis mis à fond là-dedans et chemin faisant, quand je suis revenue en France, je me suis inscrite à un club, j'ai adoré cette ambiance et je sais pas, ah oui, non, j'ai vu une nana qui avait un physique normal et qui venait de faire un Ironman et je me suis dit: «Elle a OK, c'est pas du tout la vision que j'avais d'une grande sportive, Mmh. donc moi aussi, en fait, si je suis rigoureuse, si je m'entraîne, si je kiffe aussi ce que je fais, enfin l'entraînement, ça a toujours été un peu ma force, je pense, c'est, que j'aime m'entraîner. Et bah, je pourrais le faire moi aussi et je me suis inscrite, j'ai pas trop réfléchi et j'ai fait mon premier Ironman comme ça et c'était trop cool. C'était celui du Mont Tremblant, c'est ça? Ouais, alors ça, c'était le premier triathlon, c'était pas le triathlon, OK. c'était pas un Ironman. Mon premier Ironman, c'était à Nice, voilà. Ah ouais, carrément. OK, d'accord, ouais, Je m'étais dit donc comme ça: «Après c'est réglé, j'aurais plus à en faire». Et bah, finalement, j'en ai refait. c'est Nice que tu as refait une deuxième fois ou c'était un autre? Non, après j'ai fait, Servia Romagna en Italie, OK. que c'était la première année qu'ils le faisaient, je crois. Et après j'ai fait Barcelone, voilà. OK, waouh. Et après à OK, Barcelone, je me génial. suis dit: «Ah, c'est chiant quand même, déjà c'est plat, c'était pas très beau». Désolée pour ceux et puis en triathlon, tu évolues quand même en Ironman, enfin en triathlon, dans un circuit. Et moi, c'était un moment dans ma vie où je voulais sortir des circuits et j'avais Mmh. déjà alimenté cette flamme, avec, quelques courses d'ultra cyclisme et ça, c'est un truc que j'adore en ultra, c'est que tu fais péter le circuit, et que le terrain de jeu, c'est le monde et que tu dois jouer avec toutes les règles, du monde et ça, j'adore. Ça, c'est Ah fabuleux. ouais. Fabuleux. C'est hyper parlant, cette notion, tu vois, d'aventure, que tu mets, enfin, comment est-ce que tu retrouves cette notion d'aventure dans ta pratique, avec l'ultra? C'est vrai que, ouais, triathlon, mais surtout Ironman, j'aurais tendance à dire, c'est quand même la plupart du temps, il faut quand même avoir une approche très normée, contrôlée, très précise, de la discipline pour, enfin, s'il y a vraiment un objectif de performance, j'aurais tendance à dire ça, non? Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu dur d'arriver en mode touriste si tu vises une bonne perf ou en tout cas vraiment du plaisir sur un Ironman, non? Alors, j'opposerais pas touriste comment dire? Et hyper exigence. Ouais. Je pense que sur le premier Ironman, et même sur les premiers triathlons, j'avais une hygiène de vie, nickel. Hem, Chemin faisant, j'ai une hygiène de vie pourrie. Non, non, mais genre, et non et chemin faisant, j'ai quand même lâché pas mal de lest. Il y a un truc aussi, c'est que, plus tu t'entraînes, enfin ou plus en fait, c'est plus tu apprends à te connaître, plus je sais comment gérer l'endurance, me gérer dans le long et enfin et 6 mois après l'Ironman de Nice, je m'étais inscrite à la Saint-Élion justement. Alors j'ai pas beaucoup fait de sport, entre Nice et la Saint-Élion. J'ai même rien foutu, je pense, enfin rien fait pendant septembre, octobre, enfin je crois que enfin et je pense que mon corps, a été content parce que ça m'a permis de vraiment, reprendre, enfin Ouais. ouais, de récupérer et en fait, j'ai réalisé pendant la Saint-Élion c'était une année horrible. Il y avait du gel, il y avait de la neige, je suis tombée 15 Bonheur. fois mais en fait que les la méthode psychologique était la même en fait, que du long. C'est-à-dire, enfin, en tout cas pour moi, c'est, être en pleine conscience, à l'écoute de soi, c'est: «Est-ce que tu as froid?» «Oui».
Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux faire quelque chose? OK, si oui, bah, je le change. Est-ce que tu as faim? Non, ça va. Est-ce que tu te sens un peu faible? Ouais, pourquoi? OK, bah, rebois de l'eau. Enfin, en fait, toujours, revenir aux besoins essentiels et en fait, ça que ce soit, sur, un Ironman ou sur de l'ultra cyclisme ou du trail, hem, tu as un peu la méthode, et je trouve que ça, mmh, tu arrives plus en touriste, en fait. Ouais, Si je j'avais vois. si j'avais si je m'entraînais pas du tout et qu'en plus j'avais pas, l'expérience, mmh, Ouais. Oui, 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 je vois tout à fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que quand je parlais de tourisme, tu vois, c'était plus justement par rapport à l'approche, à l'état d'esprit, tu vois, en mode, je me suis inscrit sur un coup de tête, sur un défi, je me prépare un peu, voilà, à l'arrache et puis, advienne que pourra, tu vois? Alors ouais, qu'effectivement, là, ce que tu décris, c'est oui, tu as le mindset qui fait que tu es capable de gérer l'adversité dans la durée, de rebondir, et cetera. Et en tout cas, c'est hyper intéressant, hem, sur ce que tu décris de ce schéma. Ça, tu l'as mis en place de manière, empirique? Tu vois, cette espèce de processus de: «Je me check, je suis à l'écoute mmh. du corps, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois accepter, serrer les dents si je peux rien faire?» Comment tu l'as construit cette méthode? Ouais, je pense que c'était le bon terme, c'est, de façon empirique. Heu, Moi, je marche, je marche vraiment à l'expérience. Là, pour revenir sur le côté, touriste, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Enfin, en fait, moi, j'ai tendance, c'est vraiment comme ça que je marche, c'est je m'inscris, je verrai après. Ouais, Parce que, et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est hyper, cool dans cette méthode, c'est que tu as pas de pression. Enfin, ouais, je me mets pas de pression. C Enfin, justement, contrairement à un match, tu vois, genre, de rugby, je vois pas du tout le côté, échec enfin, ouais. de en gros, L'enjeu est c'est pas le même, ouais, ouais, l'enjeu est pas le même et en général, c'est si je finis, c'est cool, mais en fait, ce «si je finis, c'est cool», il est pas formulé comme ça et en fait, il m'a permis aussi d'être performante ouais. parce que ça relâche, en fait, toute pression. Il y a heu, enfin, c'est un peu, seul Dieu pourra me juger. Enfin et du coup, et du coup, comme je m'en fous du jugement de Dieu, la meuf qui va loin, et ben, en fait, j'y vais et je vois et en fait, je ne me concentre que sur le kiff. Enfin, le plaisir Ouais, que j'ai à être dans ma pratique. Je fais pas un Ironman enfin, j'ai pas fait des Ironman pour dire au monde, je fais des Ironman. D'ailleurs, je communiquais pas du tout dessus à cette époque. Enfin, c'est récent en plus, ma communication sur les réseaux en tout cas. Heu, c'est du et ça, c'était assez cool parce que ouais, en fait, tu rien à prouver, même pas à toi-même, c'est juste je le fais parce que je m'entraîne tous les jours, je vais à la natte, je vais en course à pied, je fais du vélo, c'est des choses que j'aime. Donc en fait, là, c'est un peu le moment où tu montes sur scène, quoi. Quand tu mmh, prépares la pièce toute l'année et bah, là, tu montes sur scène et en fait, bah, lâche les chiens, quoi, genre, kiffe et ça, mais ça moi, ça m'a ouvert un champ des possibles, dans ma vie, mais incroyable et dans le projet entrepreneurial, c'est pareil, en fait. C'est vas-y, quoi. En fait, c'est même pas vas-y, ose, c'est, je le fais et parce que je suis au bon endroit et en fait, ça t'ouvre, ouais, un champ des possibles, génial, trop bien. excellent. Et ça, tu dirais, là aujourd'hui, tu l'exprimes de manière très claire, mais tu dirais qu'il t'a fallu combien de temps, tu vois, pour conscientiser un peu la façon, le fait que c'est cette approche de la pratique qui toi, t'allait très bien et qui était hyper structurant, hyper aidant pour ta vie en général. Je sais pas si c'est très clair comme Ouais, question, mais si, si, bah, en fait, c'est marrant parce que, je pense que le déclic, je l'ai eu, quand justement j'ai décidé de me mettre à mon compte et de lancer un projet, perso autour, de la Poco Loco, quoi. Heu, Ça veut dire que ça m'a pris quand même, je pense, je sais pas, 8 ans et c'était un truc que j'avais constaté, en fait. Je me disais: «C'est incroyable, pourquoi, j'arrive à appliquer ces schémas, parfaitement?» Tu vois? Genre, écoute du corps, faire des choses que j'aime, plutôt que de me forcer, la main et machin. Ne pas me fixer d'objectifs pour dépasser tout objectif que j'aurais pu imaginer. Tu vois? Genre ça, je me disais: «Mais il faudrait que je l'utilise dans le taf, en fait»
et je n'arrivais pas du tout à mélanger les schémas, enfin, ouais, à appliquer un schéma, de ma pratique, sportive à la pratique professionnelle. Heu et je pense, ouais, et c'est quoi le déclic? Je pense que le déclic, c'est quand tu arrives à enlever de la ouais, enfin, quand tu arrives à enlever de la pression sur le côté pro. Hmm. Et je C'est pense pas que évident. certains, se mettent aussi, de la pression sur le côté, sport, donc Ouais, ouais. ouais. Passionnant. Ouais, mais pas évident, tu vois, Mmh. ce lâcher prise là. Pas facile, facile. Mais en tout cas, comme tu dis, c'est génial de t'entendre dire que tu vois, quand tu l'as eu, finalement, j'ai un peu l'impression dans ce que tu racontes que c'est là que tu as vraiment pris ton envol et que tu as pu t'exprimer pleinement et te lancer dans les aventures qui te ressemblaient vraiment, les vivre à fond. Donc, euh, ouais, moi j'entends un peu une belle incitation, un bel appel justement à essayer de lâcher prise, de s'affranchir, que ce soit dans le sport, des résultats, des classements, etc. Pour, Mmh. à moins que ce soit vraiment ça qui fasse vibrer les gens, mais très très intéressant. Euh, le long, puisque là voilà, on a tout de suite, on est parti du postulat que voilà, Caroline, c'est le long qui te va, mais qu'est-ce que tu as retrouvé toi dans l'effort long, qui t'a plu et qui fait, enfin même plus que ça, j'ai l'impression voilà, qui fait que ça fait partie de ta vie aujourd'hui. Hem, alors, je pense qu'il y a 2 choses, heu, dans si on parle d'ultracyclisme, et de plus en plus, j'ai envie de me mettre au trail. Hem, Ah This is the way. Hem, enfin, moi, il y a le côté, aventure, enfin, dans le côté ouais, il y a le côté aventure. Enfin, tu vois, en parallèle de ma pratique, sportive, j'ai fait plein de, je sais pas si on peut appeler ça aventure, mais de voyages, en autonomie, ou en tout cas à 2, où, je m'étais dit, je j'avais fait le tour du lac Baïkal, en kayak, ah ouais, et on avait, en fait, on était arrivés, on avait, loué un kayak, on était partis, sur, je sais pas, la taïga était en feu, donc tout était recouvert de fumée, et là, tu te retrouves sur ton kayak, tu te dis: «Merde». Ça, c'est des situations que j'aime bien, tu vois? Et en fait, je trouve que donc il y avait ça en parallèle, où, enfin, même des voyages plus, en sac à dos, genre, pas au Kyrgyzstan, en Géorgie, des choses comme ça, enfin, où, j'avais cette envie d'aventure et de voyage, que je cultivais par ailleurs, et là, de pouvoir, mixer les 2, ouais, hem, avec le vélo, enfin, c'est juste, incroyable. Surtout, aujourd'hui, post-covid, où, bah, se pose la question, du voyager autrement, ouais. et où, en fait, le vélo t'embarque dans une aventure lointaine, mais aux portes de chez toi. Et Ah c'est beau. je trouve que et je l'ai même pas préparé. Non, et je trouve que ça, c'est aussi ça que, enfin, c'est ça m'apporte, ouais, l'aventure, ici, quoi. Ouais, Et donc le long pour l'aventure, c'est la réponse. Et si, je dois, enfin, et pour définir, peut-être la notion d'aventure, parce que, bon, de toute façon, elle est très galvaudée, ces derniers temps, mais je trouve ça aussi bien d'enlever la pression sur la définition de ce terme, donc cool. Enfin, pour moi, c'est l'autonomie. mhm, Heu, Pareil, chacun voit un degré d'autonomie différent, mais en tout cas, c'est, avoir à gérer, les aléas du monde. Et pourquoi le long? Et tu l'auras vu dans ce que je disais tout à l'heure, c'est, parce que j'adore, en fait, gérer les aléas. Parce qu'en fait, moi, il m'arrive toujours des merdes. Alors ça, c'est un truc, dans ma vie quotidienne, il m'arrive toujours des trucs, et donc je pense que je suis entraînée, mais de façon naturelle, enfin pas naturelle, mais entraînée, au quotidien, à la gestion des aléas, et donc quand je me retrouve en ultra, et bah, limite, il y a moins d'aléas à gérer. C'est: «Ah oui, ça a pété. Ah oui, j'ai perdu mon téléphone. Ah, il y avait ma carte de crédit avec mon téléphone. OK, fine. Qu'est-ce qu'on fait?» Donc ouais, c'est un endroit où je me sens chez moi, quoi, en fait. Je sais pas, je me sens chez moi, c'est je me sens en zone de, comment on dit? En zone de zone de confort dans ouais, l'inconfort en fait, j'ai ouais, l'impression. voilà, ouais. L'inconfort est ton terrain de jeu. Enfin, l'inattendu est ton terrain de jeu. L'inattendu, ouais. Ouais. Et Ok. ah oui, j'ai fait un grand voyage aussi en Patagonie, seule, en
en vélo. J'avais loué un VTT tout pourri et pareil, là, c'était ju je me suis vraiment dit en revenant de ce voyage que je me sentais chez moi quand je sortais de ma tente, que je me sentais chez moi quand il y a ma pédale qui lâchait au bout de ma chaussure. Enfin, il y a vraiment ce côté, je suis chez moi, enfin, en tout cas, où je me sens à ma place, quoi. Voilà. OK. Et du coup, qu'est-ce que parce que là, t'entends, j'ai l'impression presque que tu tu vois, de manière hyper positive, les aléas, les inattendus, mais Non, ça me fait chier c'est parfois. ouais, Je me dis: «C'est pas mais possible!» non, mais je te demande parce que enfin, je m'arrête là-dessus parce que je sais plus, je crois que c'est David Goggins qui parlait de ça, je sais plus, qui disait qu'en fait, tu vois, David Goggins, un peu la philosophie du bon c'est un speaker américain, voilà, assez inspirant. Le mec a fait, je crois qu'il a été, Navy Seals, ensuite il a été, enfin il a eu plein de carrières dans des trucs, où très peu de gens rentrent, voilà, il a été parajumpers, donc c'est les pompiers parachutistes au Canada, enfin, voilà, le gars a eu 36 vies. Et avant, il était obèse. Avant de faire tout ça, avant d'être Navy Seals, il était obèse, tu vois. Et donc, il a une philosophie, bon, c'est un peu à l'américaine, tu vois. C'est très. Chaque jour doit être un combat contre toi-même, tu vois. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et il parle justement des aléas et du fait que lui, en fait, quand il se lance dans un défi ou dans sa vie en général, il est content quand un aléa arrive parce que ça veut dire que ça lui fait une opportunité de plus de s'améliorer, de se tester. Voilà. Est-ce que toi, c'est cette philosophie aussi qui fait que globalement, tu es assez à l'aise avec l'imprévu? Ou est-ce que c'est autre chose comme, je sais pas, le fait de pouvoir exprimer ta créativité en trouvant une solution à un truc que tu n'avais jamais eu avant? Alors ouais, c'est beaucoup plus le côté créatif. Moi, je suis pas du tout pour le côté surhomme, machin là. Enfin, je suis vraiment pas là pour me faire souffrir, hein. Genre, alors parfois ça paraît, enfin, ça peut surprendre certaines personnes quand ils voient les trucs, en tout cas de l'extérieur, et cetera, que je peux faire. Mais, par exemple, enfin si, tu vois, genre, si j'ai une tendinite, enfin, ou je sais pas, j'ai un tendon qui lâche pendant une course d'ultracyclisme ou pendant, je sais pas, un triathlon, et moi je m'arrête, je ne serai jamais la personne, tu sais, qui rampe jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais. Enfin, c'est vraiment, enfin, la souffrance, enfin, la difficulté, l'effort. Moi, je crois vraiment en l'effort parce que je suis convaincue que le souffle, heu, ça c'est un peu ésotérique, mais et le lien avec, je sais pas, tu vois, genre, avec la terre, avec le truc, enfin, il y a un truc, il y a une résonance, un peu mystique avec, le monde qui nous entoure, et donc je crois vraiment que l'effort, c'est un moyen, une porte vers des émotions, vers la contemplation, vers une sorte d'unité, enfin bref. Hem Et pourquoi les aléas? Ouais, j'aime bien ce côté, en effet, je trouve que ça active, ça met en place en moi, en fait, ouais, non, ce sujet de créativité. Enfin, je pense toujours à ça, mais enfin, moi, j'ai j'ai fait un échange en Colombie pendant mes études, et on est allé faire une marche pendant 3 jours, dans le désert de la Tatacoa, et on plante la tente et là, paf, il se met à pleuvoir, mais enfin, genre, donc c'était pas prévu parce qu'on était dans le désert, et tempête, et l'eau commence à monter dans la tente. Bref, et ça, mais j'adore. J'étais avec, enfin une copine à côté, et je lui dis: «OK, tu fais ça, 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 on plie on plie de telle façon les trucs, on empaque, machin, on va à tel endroit.» Mais ça, en fait, ce que j'adore, c'est sur un temps, tu vois, hyper court, comment tout va s'articuler, en fait, et être dans l'action. Ça, je trouve Ouais, que enfin, c'est vraiment un moment grisant, enfin, ça, où je sens que ça marche bien, quoi. ouais. Et par ailleurs, je peux avoir 2 de temps sur des trucs, quand, pour le coup, quand il faut. Enfin, toujours dans la vie normale, quoi. Enfin, donc, Ouais, le fait de se sentir vivante, du coup, en fait, j'ai un peu l'impression d'entendre que ouais. les imprévus, du coup, te mettent dans des situations où tu es face à quelque chose, il doit y avoir une action, tu vois, et du coup, c'est ça qui fait que tu te sens vivante un peu quelque part. Oui, enfin, ce truc de se sentir vivante, vivre intensément, Ouais, c'est un truc qui est hyper fort chez moi. ouais. Peut-être qu'il est un peu moins depuis que j'ai le projet Poco Loco, peut-être parce que je mets tout dans Poco Loco. Heu, mais
en tout cas, il y avait en plus, c'était un pendant de ma vie professionnelle. Tu vois, genre où, tu tu as une vie professionnelle de bureau, Ouais, heu, la routine. ouais, mais où tu vas rechercher l'intensité, dans les soirées et après tu vas peut-être te dire, «Ah bah, moins, je vais chercher l'intensité ailleurs», dans la pratique, sportive. Du coup, l'intensité de ma pratique sportive laisse enfin, imaginer l'intensité des soirées. Non, mais enfin, en tout cas, il y a vraiment cette idée de vivre fort, en fait. Ouais, ouais. Vivre fort à en crever et c'est un peu bizarre parce que, il y a quand même ouais, ce côté un peu, extrême de ouais. C'est marrant, j'ai l'impression ça fait il y a plein d'échos à ce que racontait Mike Horn sur son épisode, tu vois? Le fait de sortir de sa zone de confort, c'est là qu'il se sent vivant, enfin il finalement, la philosophie se retrouve un peu dans ce que tu dis aussi. Hem, la Poco Loco, ça fait plusieurs fois que tu nous en parles. Est-ce que tu peux, rentrer dans le détail, nous expliquer ce que tu as voulu faire avec ce projet et ce à quoi ça ressemble aujourd'hui? Ouais. Hem, donc j'ai fait de nombreuses courses d'ultracyclisme, dans ma vie, dans ma petite vie. Enfin, j'ai dû en faire une douzaine, et la plus grosse course d'ultracyclisme, d'Europe, et une des plus connues du monde, c'est la Transcontinental Race que j'ai faite l'année dernière. Ah, je savais Heu, pas que tu l'avais faite. OK. ouais, Tu peux nous rappeler juste la distance, enfin pour que les gens comprennent un peu l'ampleur du monstre? le délire. La Transcontinental Race, c'est alors, en fait, tu traces chaque année. Enfin, chaque année, il y a une trace différente. L'année dernière, c'était environ 4 350 kilomètres. Le départ était de Burgas, non, n'importe quoi. Le départ était de Gramont en Belgique et allait à Burgas en Bulgarie, OK. avec des checkpoints obligatoires. Donc avec des tracés obligatoires entre 50 et une centaine de kilomètres, mais sinon tout le reste, c'est toi qui traces. Tu fais ta trace. Donc la trace fait aussi partie de la stratégie. C'est environ 200 personnes donc qui s'élancent, pour faire, ce parcours et tu as jusqu'à 16 jours. Les checkpoints sont très durs à attendre. Enfin, en tout cas, comment dire, les timings. Mmh. Les Euh, barrières horaires. ouais, les barrières horaires. Donc, c'est un peu le Graal de toute ultracycliste. Mais moi, j'ai aussi vu les limites de l'exercice parce qu'en fait, j'ai trouvé ça trop sévère. L'organisation, les organisateurs, j'ai trouvé qu'il y avait un côté vraiment coercitif, où on se montait un peu les uns contre les autres parce qu'il y a une règle très simple qui est la règle de non-assistance, qui est poussée à un degré ridicule. Genre, si tu as deux bananes et que tu veux en filer une à quelqu'un, tu peux pas parce que c'est de l'assistance. OK. Euh, Si tu as quelqu'un qui est au bord de la route, je sais pas, qui n'a plus de chambre à air, tu peux pas l'aider. Bon, ouais, bref. Donc, euh, s'ils font ça, je pense que c'est parce qu'ils veulent en faire une pratique, je sais pas, sportive, professionnelle, et je comprends. Mais en fait, dans le peloton, tu as quand même. Ah oui, il y a moins de 50% des gens qui la finissent, hein. Et D'accord. donc, dans ceux qui la finissent, t'en as peut-être, je sais pas, une dizaine, une quinzaine qui jouent la gagne, et puis les autres, enfin, on n'est pas dans le monde professionnel. Bref. Et c'est un peu. Enfin, et c'est vraiment l'opposé de Poco Loco. C'est pour ça que je le présente comme ça. En fait, enfin, pour moi, l'ultra, ça m'a fait découvrir des trucs incroyables, de dépassement personnel, mais aussi du coup de découverte de moi dans le dépassement, comment je réagis, comment je suis, euh, notamment aussi l'entraide. Quand tu rencontres quelqu'un, t'as vu personne pendant 24 heures, tu vois quelqu'un, t'es trop heureux, tu vas partager un repas, mais c'est le meilleur moment de ta vie. T'as une connexion secrète qui se crée avec cette personne que tu vas souvent voir, revoir sur la route. Euh, Enfin, ça t'embarque dans des choses assez folles. Et c'est ça que je voulais partager avec Poco Loco. Enfin, et justement, aller dans. Alors, c'est pas une course à assister, hein, donc ce n'est pas une course d'ailleurs. On encourage l'aventure plutôt que la performance. OK.
c'est un gros point. Et Poco Loco, c'est des aventures responsables. Responsable, ça inclut l'idée de parité, mais aussi l'idée de durabilité. Donc sur la partie parité, c'est un défi, puisque sur les événements de longue distance, je pense que tu le vois sur le trail, mais aussi sur les courses d'ultra, hein, en général, on est cinq femmes. Tu te reconnais facilement dans la foule, tu fais hey, hey, toi aussi, hey, et puis ça s'arrête là parce qu'en fait, bon, bah, t'as juste comme point commun pour le coup d'être une femme, mais ok. En tout cas, le parcours a été fastidieux pour arriver là aussi. Donc, nous, on a pour objectif d'être à 50% de femmes. Là, sur le premier événement qui était de Montpellier à Barcelone, il y avait 35% de femmes. Et cette année, il y a 3 classiques, on appelle ça. Donc, c'est des aventures de 700 km transfrontalières. Et il y a, pour l'instant, le pourcentage de femmes est de 30%. J'ai l'impression d'avoir mixé 2 idées en une, je suis désolée. Mais Non, oui, non, pas du tout. donc oui, Ok, c'est des aventures de 700 km transfrontalières. Et depuis cette année, on a lancé les week-ends. C'est 300 km et tu les fais en 2 ou 3 jours. On propose des étapes, des villes en fait, pour que les gens se retrouvent, pour orchestrer la convivialité. Et là, c'était trop bien. On a fait un week-end dans le Lot il y a 2 semaines. Et c'était génial. Les gens se retrouvaient après une journée à avoir pédalé sous la pluie du Lot pour partager un énorme repas et repartir le lendemain. Et c'était vraiment tout ce que j'avais rêvé en fait de partager à travers le vélo longue distance, c'est-à-dire la découverte du territoire. Parce qu'on a fait une projection de film à Cahors, et puis on a mangé des fromages locaux, enfin bref. Donc ouais, découverte du territoire, découverte des gens, dépassement de soi, le kiff quoi. Et ça, c'est la parenthèse enchantée pour vivre fort avant de retourner au taf lundi et se dire putain ouais. c'est bien quoi, j'ai envie d'y retourner. Ah, punaise, ça fait rêver. C'est quand les prochains, tu disais? Il y a le week-end Bretagne qui est, bon, c'est fini, mais c'est clôturé les inscriptions. Et après, le premier événement classique, ça sera la Dijon-Stuttgart. Donc il y a une trace route et une trace gravel, et c'est en juin. Voilà. Ok, ok, Et donc c'est gravel et route. Vous faites les deux. tu choisis, ouais, selon D'accord. tes goûts. Et pour l'instant, on a 50% d'inscription gravel, 50% d'inscription route. Donc Ouais. c'est amusant de voir l'intérêt des Bah, deux. j'ai l'impression que le gravel, je te parlais avant qu'on commence là, de ce podcast que j'écoute, là, Choose the Hard Way. Et en fait, lui, il a fait beaucoup mince, comment on appelle ça? VTT? Il fait maintenant du gravel, mais il faisait des critériums. Oui, ok. Et donc, il a souvent des invités qui viennent de cet univers, dont des gens qui sont des pros. Et alors, je ne sais pas si dans l'univers du cyclisme, ce qui se passe aux US finit par arriver en France, mais ils avaient l'air de dire dans le dernier épisode que j'écoutais que le gravel, c'est devenu. Il n'y a plus de compètes cross-country quasiment, c'est du gravel en fait. C'est abusé le nombre de pratiquants, le nombre de courses, les prize money qui explosent. Apparemment, voilà, je ne sais pas quelle est toi ta vision en Europe et en France, mais le gravel aux US est devenu un mastodonte. Ouais, le gravel débarque en force en France. Il y a deux univers du gravel qui se confrontent. Ok. En France, il est arrivé parce que le gravel embarquait la philosophie de l'aventure justement Hmm. au-dessus de la performance. Parce que la performance était portée par le vélo route. Et donc, en fait, dès lors que tu voulais dire, OK, c'est bon, oui, je veux me dépasser, mais je suis pas dans je sais pas, genre, je veux faire du 30 km/h. OK, bah, tu passes au gravel. Et puis, ça t'invite au voyage et au bikepacking. C'est-à-dire euh, bivouaquer, c'est-à-dire rouler moins vite, mais garder cette forme de dépassement, etc. Et il y a une frange gravel made in US, mais aussi made in Girona, je pense, enfin, Gérone, qui pousse le gravel performance, Ok. type UCI, Ouais. où en fait tu te retrouves à faire des courses sur du gravel, on appelle ça du gravel américain dans le jargon, c'est-à-dire du beau gravel tout blanc, tout lisse, où tu vas très vite et où tu fais plutôt 200 ou 300 km, ouais, des distances plus courtes en tout cas que l'aventure gravel.
D'accord. Poco Ok. Loco est clairement du côté De aventure des l'aventure. Gravel, avec son Ok. lot de difficultés, etc. Mais en tout cas, sans ce sujet de compétition absolue, quoi. Absolument de la compétition, de la compétition. D'accord. Donc pour Coloco, la philosophie, en fait, c'est d'amener les gens à l'aventure à travers l'ultra-cyclisme, que ce soit gravel ou route. Et vous, vous proposez pour ça différents formats, c'est-à-dire que vous arrivez avec les itinéraires, c'est vous qui créez les événements, en fait, c'est ça, les gens, et les gens, ce qui font que les gens passent par Poco Loco plutôt que la transcontinentale, c'est cette recherche, pas forcément de performance, mais plus de partage, de découverte des territoires. C'est comme ça que vous vous présentez, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, super clair. Toujours dans une idée de dépassement, mais pas sous la pression de la compétition ou Ouais, justement du temps limite. ouais. Et ouais, j'avais un truc en tête, j'ai Et pourquoi Poco Loco? Si, on a dû te le demander 300 fois celui-là, mais non, mais enfin, parce que déjà, on trouvait ça sympa, on a pas mal brainstormé. Mon associé, je suis associée avec Harald, donc on est 2 sur le projet. Et il y avait un gros sujet dès le départ de calmer le jeu. On en a marre tous les événements qui finissent par man, man, man. Là, c'est bon. Qui promeuvent ouais, des valeurs de soldats, de virilisme, de testostérone à bloc. Mec, on aime juste faire du vélo. Ouais, ok, c'est dur, ok, mais on n'est pas là, on fait pas la guerre, quoi. C'est un kiff. Alors je me vois en train de pousser, en train de galérer dans les montées. C'est une forme de kiff, c'est une forme de dépassement, mais voilà. Donc on voulait un truc léger et pour embarquer les gens et puis pour que les gens ils se sentent, que tous les gens se sentent à leur place en fait dans ce truc, quoi. Parce que c'est vrai que la communication des événements d'endurance a tendance à exclure sans que s'en rendre compte beaucoup de gens. mmh, Donc on voulait, ouais, donc c'est dans la structuration du projet, on voulait être inclusif. excellent, trop bien. Alors tu parlais de, se dépasser et je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on peut absolument se dépasser sans chercher la performance et je prends souvent l'exemple, d'une invitée que j'ai reçue qui s'appelle, Chloé Dardelé, qui fait de la micro-aventure. Et cet épisode, pour moi, ça avait été un peu une claque, tu vois, parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais plutôt tendance à penser que pour se découvrir, il fallait partir loin, longtemps, faire des trucs un peu engagés, tu vois, repousser ses limites. Et en fait, avec son épisode, je me suis rendu compte que juste, genre, prendre mon duvet à la fin d'une journée de taf et aller dormir sur la montagne à côté de chez moi, bah, Mm. franchement, c'est déjà une aventure, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Le dépassement ne vient pas que de trucs hyper durs, hyper engagés, hyper techniques, hyper loin, hyper long, pas forcément. Euh, pas forcément. Mais pour rester sur cette notion de dépassement, à quoi est-ce que ça ressemble une Caroline qui est au milieu d'une épreuve d'ultracyclisme quand tu parles de dépassement, tu vois, de te découvrir, d'en apprendre plus sur toi à travers cette pratique. Est-ce que tu as des exemples à donner de courses où tu as eu peut-être des moments d'introspection qui t'ont vraiment marqué ou des prises de conscience sur des limites que tu pensais avoir qui en fait ont complètement explosé. Tu parlais de la Patagonie, j'ai l'impression que ça a été un exemple un peu fort, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, quand tu parles de limites qui t'ont fait exploser, je pense que toi tu parlais côté positif, mais en fait ça m'a fait Ouais, un tilt. exactement, de limites que tu as toi repoussé, Ah ouais. que tu as fait disparaître en te rendant compte qu'en fait tu pouvais faire bien plus. En tout cas, que tu pouvais faire des choses que tu pensais un peu que tu n'aurais pas imaginé spontanément. Parce que quand tu m'as dit ça, j'allais parler d'un échec et en fait quand tu parles de choses que j'ai atteintes. Après, on peut tout à J'ai fait parler pas, d'échec, hein. ouais, non, mais je pense que je vais plus parler d'échecs parce que, enfin, je pense qu'en fait, comme tu vois, je suis dans cette approche de tenter et on verra. En fait, je me dis pas après, yes, bien, ouais, enfin, fierté, je sais pas quoi, genre, enfin, il y a pas du tout ce sujet de fierté. Ouais. Il y a plus ce sujet de, euh, ah ouais, ça passe, ah ça passe. Pendant la transcontinentale, je sais que je me disais, j'avais un peu une phrase mantra, je sais pas si c'était un mantra, mais en tout cas, ça revenait tout le temps et je me disais, I'm doing it.
I'm doing it. Et en fait, il y avait ce truc, et tu vois, en fait, il n'y a pas de vrai step parce qu'en fait, à chaque fois, le fait d'arriver au bout est remis en jeu. Enfin, à chaque fois qu'il t'arrive une merde, machin. Ouais. Et en fait, après, tu repars et tu dis, putain, I'm doing it. Et moi, c'était un vrai. Ça, c'était un vrai moteur. Et puis, il y a ce côté aussi, se dire c'est bien, quoi. Moi, je marche plus comme ça. Là, ce que tu fais, ok, tu donnes le meilleur de toi, c'est cool. Vas-y, continue. Mais il y a mais limite, j'ai pas été surprise. Et justement, ça fait le lien avec mon échec. Enfin, mon échec. Ouais, c'est un peu terrible comme expression, mais en fait, justement, je me suis un peu dit, je suis arrivée à me dire, putain, en fait, si je suis, tu vois, ce petit pattern classique, en fait, je peux tout faire. Je peux tout faire. Si je suis patiente, si je suis gentille avec moi-même, machin, je peux tout dépasser, je peux tout gérer tous les aléas, machin. Et donc, en février, c'était l'Atlas Mountain Race. Donc, l'Atlas Mountain Race, c'est une course ultra qui est organisée par Nelson Trees. Nelson Trees, il est connu pour organiser aussi la Silk Road, qui Ouais. sont un peu c'est les courses après la plus grande et la plus connue, qui sont connues pour être les plus dures, parce que c'est du mountain bike, c'est du VTT. Enfin, ouais. Et c'est des grandes aventures, voilà. Donc là, l'Atlas Mountain Race, c'est 1333 km en off-road dans l'Atlas. Et bon, il y a un truc que je n'avais pas mesuré aussi, c'était que j'avais jamais fait de VTT avant, et que les délais étaient assez courts. Donc ok. Et un autre truc encore, c'est que il faisait -10 la nuit, -5, entre -10 et -5. Et voilà. Et en fait, donc pourquoi j'en viens là, c'est je me suis dit, bah ok, on va faire le truc habituel. Oui, ok, j'ai pas roulé du tout cet hiver, j'ai fait un peu de Swift, nanana, mais bon, ça va passer comme d'hab. Tu vois, il y avait un peu ce côté, ça va passer. Et c'est même pas de l'assurance, hein. Enfin, je sais pas, genre, c'est pas genre, hey, enfin, je sais pas, de la frime ou je sais pas quoi. Non, c'était genre, en fait, au fond de moi, je me disais, ouais, c'est cool, quoi. Enfin, c'est Tu juste du répliquais un vélo. schéma qui Ouais, avait marché. Ouais. exactement, c'est juste du vélo. Euh, et, euh, et ouais. Et en fait, donc j'ai abandonné au bout du 3e jour. Et ça, c'est là où j'ai vu que le schéma s'est pété. Je pense que le schéma s'est pété dans la durée, pendant les 3 premiers jours, où pour le coup, j'étais plus du tout en soutien avec moi-même. Justement, je me disais, t'es nulle, t'es lente. Je faisais du 7 km/h. Mais en même temps, c'était un terrain très. Enfin, on était plusieurs à faire 7 km/h. Mais j'ai vraiment tout pris pour moi, à me dire, ouais, vraiment, t'es nulle, quoi. Donc ça, pas top. Enfin, en fait, à partir du moment où tu arrives où tu es tout seul et que tu n'arrives pas à être ton premier soutien, bah, c'est mal barré, en Ouais. fait. Et ça, ça, leçon de vie générale. Il y a ça, et puis du coup, tu as des demandes aussi pourquoi tu es là. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas faire du bikepacking plutôt qu'une course? Et en fait, quand tu laisses la porte ouverte à toutes les questions, quand tu n'es pas juste une brute dans le désert, et bah, quand tu commences à poser des questions, ça veut dire que tu veux chercher t'as Ouais. des réponses déjà préfaites, et que tu ouvres la porte à ces réponses préfaites. Bon, et la réponse, c'est que, en gros, je pense que c'est que je voulais pas être là. Et j'avais fait trop de courses l'année dernière. Et du coup, l'année dernière, en plus, le fait d'avoir fait beaucoup de courses, ça fait que j'avais un peu des traumatismes de courses liés au froid et liés à la somnolence, au sommeil. Parce qu'en ultra, enfin, cyclisme, il y a tout un sujet autour du sommeil, puisque l'horloge ne s'arrête jamais. Ta course joue sur les 24 heures, pendant 7 jours, ou pendant machin. Donc, le sommeil est une stratégie, la nourriture est une stratégie, enfin, tout fait partie, en fait, de la course. Et ouais, donc j'avais peur du froid et de la somnolence. Et le dernier soir, je savais que pour arriver au checkpoint, il fallait que je pédale là toute la nuit. Et vraiment, j'ai vu la sortie de la ville, j'ai vu comme un mur noir.
et froid. Et un peu, tu vois, genre, avec tous les démons qui sortent de ce mur noir. Et, et je me suis dit, ah non, vas-y, ah oui, ils sont tous là en train de manger un truc, en train de manger ouais, un tagine ou je sais pas quoi, vas-y, je vais prendre avec eux. Ah bon, bah après, je repars. Je suis repartie, je me suis pris une bourrasque devant, je me suis dit, c'est mort. Je suis retournée, j'ai dormi 3 heures. Je suis retournée, et là, je faisais du 3 km/h, le vent de face, la pluie dessus, genre, donc t'as une pression au-dessus, une pression en dessous. Là, j'ai pas mal chialé quand même. J'ai vu un peu une lumière au loin qui bougeait pas, je savais pas. En fait, c'était une nana que j'ai réussi à rattraper. Je lui ai dit, viens, on s'abrite, on s'abrite. Et, euh, et là, on s'est mis à l'abri du vent, on a dormi. Et le matin, en fait, on savait on pouvait pas arriver au checkpoint à temps. Et quelque part, ça me rassurait aussi, tu vois. Genre, je pense que j'avais aussi orchestré un peu cette fin. Mais en tout cas, c'était vraiment comment dire, Mmh, ouais, l'orchestration d'un échec annoncé. Enfin, ouais, rien n'avait été mis en place pour que j'y arrive. Même si c'était enfin, tu vois, même si les éléments étaient contre moi, je pense que j'aurais pu les passer si j'avais été dans un mindset qui me permettait de le faire. Là, j'avais pas envie. Donc ça s'est cassé. C'est fou, hein. L'impact de nos schémas mentaux, c'est quand même hallucinant. C'est quand même fou. Hein. Tu vois, on en parle, je sais, enfin, j'en parle globalement avec tous mes invités, mais c'est vrai que c'était quoi avec Benoît Bigot, je crois, que j'en parlais, qui fait de l'ultra lui en fixie. Et j'y ai pensé quand tu parlais de stratégie de sommeil, etc., parce que voilà, on en discutait aussi. Et on parlait de ça, tu vois, de cette capacité, pour lui, ce qui fait aussi la différence, c'est quand tu es dans le mindset, quand tu as à la fois la motivation, le physique et le mindset, en fait, c'est là où tu es un peu inarrêtable. Tu vois, et si tu ajoutes à ça de la notion de plaisir, etc., c'est là où tu déplaces des montagnes littéralement. Mais ouais, je trouve, enfin, à chaque fois, ça me fascine, tu vois, parce que physiquement, en soi, bon, tu étais très certainement aussi fit que sur tes autres courses. Tu sortais pas de, je sais pas, 2 ans tu vois, de maladie ou Ouais, d'une opération, je sais pas quoi. ouais. Mais c'est quand même fou tu vois, de voir, de voir à quel point en fait on met en place des schémas voilà, qui ont un impact juste énormissime sur notre capacité à endurer certains événements. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup de partager l'exemple parce qu'il est assez parlant. Et du coup, je crois que la question qui me vient ensuite, c'est comment tu l'as. Aujourd'hui, tu en parles très bien. Comment est-ce que tu l'as digéré? Comment est-ce que tu l'as transformé en apprentissage, entre guillemets, cette fin de course sur l'Atlas? Alors, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et du coup, j'ai pas refait de course depuis. Ok. La conclusion, c'était quand même qu'il fallait que je fasse moins de courses. Ouais. Et j'ai eu une envie de changer aussi de pratique. Breaking news. Non, mais de faire plus, ouais, justement, d'aller plus vers du trail, de retourner au corps et non pas au corps et à la machine. Mais aussi c'est hyper, enfin, c'est quand même une pratique assez, enfin, c'est assez spécial. Enfin, toutes les raisons pour lesquelles j'aime cette pratique sont aussi toutes les raisons qui font que c'est dur d'enchaîner. Enfin, j'admire vachement les. J'ai réalisé là pendant la classe que ouais, j'admirais vachement les mecs qui étaient enfin, professionnels d'ultra ou quasiment professionnels d'ultra, mais ils sont pas nombreux, mais et qui enchaînent, je sais pas, 15-20 courses dans l'année, peut-être pas 15-20, mais ouais, non, peut-être une dizaine, parce que tu fais porter à ton corps, mais tu fais aussi porter à ton esprit Ouais. pas mal de trucs. Après, c'est aussi une pratique qui me va vachement bien et je le sais aussi. Et je pense que c'est pareil pour ceux qui sont professionnels. Je pensais à ça quand je te disais, dès lors que tu ouvres la porte à la pensée, c'est mal barré. Moi, j'ai vraiment un côté que je connais, que j'avais aussi en rugby, parce qu'on m'avait appelé le petit taureau. C'est que je fonce, en fait. Tu veux dire, il y a un côté vraiment un peu, c'est hyper élégant, mais brute épaisse, je sais pas, bête de somme, fonce dans le tas. Enfin, tu vois, genre,
un truc où c'est ok, super, ouga ouga, je sais pas si c'est ouga ouga, mais en tout cas où t'avances quoi, et tu réfléchis pas. Et pareil, tu vois, quand on me disait le pendant avec la vie professionnelle intense, je pense que je suis plutôt bien dans ma vie au quotidien maintenant, donc l'ultra n'est peut-être moins nécessaire. Non mais il y avait un côté débranchage en fait. Ouais. Tu vis intensément certes, mais il y a aussi un côté où tu débranches et tu te reconnectes à 4 choses simples: manger, boire, mal au cul et dormir. Et c'est tout. Donc quand tu es hyper sollicité, surtout à Paris, voilà, là, mais tu vas dans une pratique comme ça, c'est paf, quoi. Tu peux retourner dans un truc simple, je vais tout droit. Enfin, voilà, Ouais. tu n'as qu'à pédaler, en fait. C'est hyper simple. Ouais. Ouais, je vois bien, ouais. C'est à la fois ouais, simple et quelque part ça fait j'ai presque l'impression, tu vois, quand je lis des récits, et cetera, d'ultra, alors cyclisme, trail ou autre, mais presque, la pratique est dure, mais ça fait du bien en fait de revenir à ses essentiels. J'ai un peu l'impression. C'est rafraîchissant, entre guillemets. Tu vois, tu reviens, t'es KO, t'es fracassé, t'as pas dormi, t'as des courbatures, mais d'un point de vue mental, en fait, tu t'es affranchi de plein de charges et tu t'es concentré, comme tu dis, sur vraiment les basiques, les besoins les plus essentiels, quoi. Mais enfin, moi, je vois vraiment, enfin, moi, je trouve ça, c'est du shoot. Enfin, j'ai vraiment l'impression que Ouais, en fait, c'est hyper addictif, plus encore que tout autre. Enfin, ce que je trouve hyper addictif, en fait, c'est les parenthèses hors du temps, ouais. mais aussi hors de l'espace, et en même temps hyper ancré dans le territoire. C'est trop bizarre. Mais c'est genre, tu as envie de retourner dans cette zone un peu flottante et pourtant hyper ancrée. Enfin, tu vois, ça combine comment dire, des énergies contradictoires, mais ça, c'est hyper. En tout cas, ça paraît tout paraît hyper logique. Enfin, tout Hmm. paraît hyper. T'es au bon endroit, quoi. Enfin, moi, je pense que ça me fait penser à un truc. On m'avait dit que l'être humain était un animal de l'effort, enfin non, de la longue distance. En gros, c'est que je sais pas. Alors, je sais pas s'il faut sortir des trucs d'origine. Bah, bref, que en gros, avant, quand tu chassais, tu étais capable de courser pendant très longtemps un cheval qui court Ouais. très vite et tu allais l'épuiser. En gros, qu'il y avait une technique de l'épuisement, machin, et que nous, on était l'animal le plus endurant. Et je sais pas s'il y a un côté genre, tu vois, genre au retour au basique de chez basique, animal en Hmm. fait, de toi, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, une sorte de Je transe, quoi. crois, je crois que c'est dans Born to Run qui parle de ça notamment. C'est sans doute pas le seul livre dans lequel il parle de, OK. tu vois, justement de nos pratiques de chasse avant, d'épuisement, etc. Mais dans Born to Run, je suis quasi sûr de l'avoir lu là. OK. Ok. Eh ben écoute, passionnant. Alors, tu as évoqué l'univers trail, peut-être juste avant qu'on bascule sur le trail. Est-ce que toi, il y a, de toutes les courses que tu as faites, est-ce qu'il y en a une en particulier, tu vois, où tu te dis, voilà, ça a été vraiment, c'est la course dans laquelle il y a eu tout ce pourquoi je me suis lancé dans l'ultra. J'ai retrouvé, je sais pas, ouais, de la difficulté du partage des territoires, etc. Peut-être que c'est pour Coloco. Mais est-ce qu'il y en a une en particulier, tu vois, peut-être pour illustrer tout ce sur quoi on a échangé jusqu'à présent, que tu aimerais partager? Bah, en vrai, non, mais en vrai, j'ai envie de dire Poco Loco parce que Pour Coloco, ouais. non, mais enfin, Parce que tu les fais, toi, tu les conçois, mais est-ce que tu les ouais, roules aussi? Je sais pas si on dit ça, mais. ouais, alors, bah, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais en fait, toutes les traces, on les trace et on fait la reco, route et Ok. gravel, pour avoir, des choses qui nous enfin, j'allais dire qui nous ressemblent, mais qui ressemblent aussi à justement à ce qu'on veut en termes de niveau de difficulté. On veut que ce soit un peu difficile, mais on veut aussi que ce soit, tu vois, c'est un peu vraiment une recette très difficile, un équilibre très difficile à trouver. Donc pour l'instant, on le fait nous-mêmes. Enfin, ouais, c'est hyper important pour nous de le faire, quoi. Ok. Voilà. Mais enfin, pour brosser un peu, ce que j'ai aimé dans les différentes, courses que j'ai faites, heu, alors justement, en fait, moi, j'ai fait, la Race Around Rwanda, Ok. heu et ça avait été une découverte, du pays incroyable. Et en fait, à cause des contraintes Covid, on se retrouvait tous les soirs, avec les autres participants.
Et en fait, c'était génial. Parce que chaque jour, on vivait chacun de notre côté nos aventures. Il y en a qui étaient en route, il y en a qui étaient en gravel. Et le soir, on se retrouvait le soir. On se retrouvait pour partager une bière, des frites. Donc voilà quoi. Et on refaisait le match. Et le lendemain, on partait. Alors certains partaient à 5h du mat, d'autres plus tard. Et rebelote quoi. Et ça, j'ai adoré à la fois le format et ce pays incroyable où, où c'était vraiment, je me suis dit que c'était la meilleure façon de voyager, c'était de rouler. Même en termes de difficulté aussi, j'ai aimé. La Transpyrénée, j'avais aussi beaucoup aimé pour la beauté des paysages. Si tu traverses les Pyrénées. Et c'était les côtés Pyrénées espagnols. C'était magnifique. Bon, en fait, je veux pas tout les faire, mais ouais, non, en gros, ce qui m'intéresse, c'est les paysages et la convivialité et le dépassement. Ouais, Yes. ouais, voilà. Donc, Alors là, tu vois, je suis sur la page de Poco Loco, le classique du coup Aix-en-Provence, Milan. Forcément, je suis un peu biaisé puisque je suis à Aix-en-Provence, donc je me dis mince, peut-être que du coup j'ai une excuse en moins pour ne pas tenter ce genre d'aventure. Tu ouais. conseillerais quoi? Donc, je vois que la prochaine édition c'est août 2023, fin août 2023, la Aix-Milan, 700 bornes en road, 1004 en road ou 700 en gravel. L'itinéraire gravel, là, je suis désolé si les questions sont un peu simplistes, hein, parce que je découvre la discipline, mais l'itinéraire gravel, tu as une idée des pourcentages? Il y a beaucoup de vraiment sentiers, ou c'est plutôt des routes, tu vois, secondaires, peu fréquentées? Alors ça dépend vachement des territoires. Ouais, Ça, on s'en rend compte là, heu, voilà. Pour Montpellier-Barcelone, donc Montpellier-Barcelone, c'était la première. Et j'avais l'obsession, je me suis dit: «Les gens sont inscrits en gravel, il faut du 80% de gravel». Et vraiment, c'est genre j'avais peur en fait d'envoyer la trace Komoot et que les gens ils disent: «Ah ouais, il y a que ça de gravel et tout». Les gens te diront qu'ils étaient contents du taux de gravel. Donc je crois ah qu'à ouais, la fin, il y avait 60% de gravel. Et limite, peut-être même pour les prochaines Montpellier-Barcelone, on va en retirer un peu parce qu'en fait, tu passes beaucoup plus de temps sur le gravel que sur la route. Donc en fait, tu as ouais, une impression que tu pas cette impression de 60-40. Tu as l'impression ouais, de, je sais pas, 70-80, 20. d'accord, Et ok. quand tu t'es tapé une montée gravel, tu touches le tarmac, mais c'est juste plaisir, quoi. Ok. Et après, quand je te disais ça dépend des territoires, je le vois par exemple sur Dijon-Stuttgart, il y aura beaucoup de gravel parce que tu passes dans le Jura, c'est magnifique les traces gravel. Tu passes dans la forêt noire, magnifique les traces gravel. Là, sur la Aix-Milan, par exemple, le passage de Col. Alors déjà, ce sera celle qui aura le plus de dénivelé parce que tu passes vraiment quand même dans les Alpes. Et le passage de Col fait que tu as un bout genre de 150 km en route. Et là, tu sens pour le coup que t'as moins de gravel. Mais en même temps, si tu t'es fait. Enfin, c'est toujours la même chose, tu vois. Genre, si tu t'es fait, je sais pas, 300 km de gravel avant, 300 km de gravel après, tu te dis, ouais, c'est bien la route aussi, quoi. Mais en fait, le pacte du gravel, mais aussi le pacte de la route, c'est cette idée de se sentir hors du monde. Donc, Ouais. on va chercher les routes où il n'y a pas de passage, où il n'y a, enfin, où il y a pas de route, quoi. Enfin, il n'y a pas de voiture. Alors après, de l'autre côté de l'école italien, c'est un peu plus dur, mais on va le minimiser, on va aller chercher des solutions, parce qu'en fait, on est notre premier client, quoi. Enfin, Hmm. ouais, enfin, faire une reco sur des routes avec des voitures partout, je m'arrache les cheveux, donc je, j'évite ça pour les gens, les locaux. Toi, tu veux faire du gravel? Ben écoute, ça fait au bout d'un moment, tu vois, c'est l'inconvénient d'avoir un podcast avec des gens qui font des trucs de fou dans plein d'univers différents, c'est qu'il y a des perches tendues à droite à gauche, et là, ça fait quand même plusieurs perches tendues sur du gravel. Ah, J'avais même pas vu, tu vois, que vous aviez une course, enfin une aventure au départ d'Aix. Je me dis, ah, c'est en août. Ben voilà, typiquement, quelqu'un qui voudrait s'inscrire à un événement comme ça, mais qui n'est pas forcément dans l'univers du cyclisme, mais qui est attiré par l'aspect aventure, mm. dépassement, sans chercher la performance. Qu'est-ce que tu conseillerais comme approche? Tu vois, moi, un des premiers freins, c'est physiquement, est-ce que je peux tenir ça? Ça fait longtemps que je ne suis pas monté sur un vélo, donc le mal aux fesses sur 700 bornes, voilà, bonjour. Et deux, j'ai pas le matos, donc est-ce que je vais me ruiner pour participer Mm. correctement sans partir avec un vélo à 20 balles sur un 700 bornes?
Tu conseillerais quoi, du coup? Ça serait quoi l'approche pour toi? Alors, sur le sujet, enfin, j'ai jamais fait et cetera. Nous, on a fait exprès pour Poco Loco de mettre des délais de 8 jours. Donc en fait, tu as des gens qui vont le faire, en 3 jours, enfin pas la gravel, la route, et tu as les gens qui vont prendre les délais de 8 jours. Donc en fait, si tu l'as jamais fait, il y a un côté hyper rassurant où tu te dis: «OK, 700 kilomètres en 8 jours, bah, en fait, c'est moins de 100 kilomètres par jour. Mmh. Je peux le faire». Donc ça, c'est aussi un côté chill, enfin décomplexe quoi, genre, t'inquiète. Il y a un autre truc qui est hyper fort dans le gravel et qu'on a vu sur Montpellier-Barcelone, que j'ai adoré voir, c'est qu'en gravel, tu as beaucoup plus de galères et beaucoup plus d'aléas et donc les gens se sont retrouvés et donc tu as eu un peu des gangs qui se sont formés, tu vois? Et qui ont changé d'ailleurs au fur et à mesure des jours. Mais tu as des groupes, tu as des amitiés aussi qui se sont forgées et cetera. C'était assez cool à voir et du coup, tu partages l'aventure avec quelqu'un donc enfin, tu peux ne pas être seul, en fait. OK. Donc ça, c'est assez cool. Sur le sujet matos, c'est, enfin, ça dépend si tu as un vélo ou si tu as pas de vélo. Pas de vélo actuellement. J'ai un fixie, donc je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Après pour le coup, en gravel, il faut un gravel, mais sur, la route, pareil, Montpellier-Barcelone, j'ai adoré voir le comment dire? Le prisme des vélos. Tu avais des super vélos et tu avais des vélos beaucoup moins bien. Moi, j'y serais pas allée et bah, les gens, ils étaient très contents, ils l'ont fait et en fait, alors c'est marrant, je pense à une copine, enfin une fille qui est devenue copine, qui a participé à la Montpellier-Barcelone et qui s'est acheté un gravel cette année parce qu'elle est passée de la elle a pris confiance sur la route et là, elle est allée en gravel. L'année dernière, elle est partie avec des sacoches un peu lourdes. Là, elle a vu chez les autres comment ils étaient, a achalandés et elle s'est dit: «Ah OK, je vais ajuster ça, ça, ça». Enfin, en fait, tu vois, c'est ça l'avantage, je trouve que du sujet décomplexe, c'est tu vas et Ouais, tu vois si tu arrives à Milan et à Milan, tu te retrouves tous, et on fait la fête ou en tout cas, on partage des moments ensemble pendant 3 jours à Milan et c'est trop cool, quoi. trop bien. Mmh. Ah là là, ça fait envie. En plus, c'est vachement, enfin, c'est accessible quand même côté tarif. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Je crois que j'ai été un peu trop influencé par la franchise Ironman où tu payes 800 balles ton inscription à un événement. Là, c'est cool de voir que c'est accessible. Ah, et tu peux le faire en duo aussi, d'accord. Ouais, Ok, ouais. trop bien. Bon, en tout cas, voilà, je mettrai les liens en description de l'épisode s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent aller voir. Mais ouais, très, très. Ça me fait de l'œil, là. Ah, c'est Voilà. content. Mais on va rester en contact. Trop cool. Ok, donc on a bien échangé sur la partie ultra cyclisme. Tu disais que là, voilà, tu as plutôt envie de te recentrer sur de laisser la machine de côté, le vélo. Le trail, qu'est-ce qui fait que tu as pensé au trail, tu vois, comme possible prochaine discipline dans laquelle te lancer? Alors, je suis désolée, je vais à la fois contredire en même temps enfin, les sujets du trail. Alors le truc, c'est que moi, j'aime bien faire des trucs. Donc j'ai envie de faire de l'escalade, j'ai envie de faire du yoga, j'ai envie de faire du trail et il y a un autre truc qui m'obsède, depuis le covid, c'est le mouvement. Alors je sais pas Hmm. si, tu es sensible à ce truc-là, mais c'est un truc qui est un peu qui est en train de sortir, enfin en tout cas, moi que je vois sortir de terre, depuis le covid, c'est toute la culture du mouvement, qui est portée, par Ido Portal, et en gros, ça a un rapport au corps, à la mobilité, au souffle, à la force, à la souplesse. C'est hyper, complet et en fait, il y a un peu ce retour, pour moi au mouvement oublié, de l'enfant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait beaucoup de gymnastique quand j'étais plus jeune et et ça en fait, j'ai réalisé que j'avais oublié, que mon corps ne savait plus faire, que je n'avais plus cette force, que j'avais plus cette souplesse, que j'avais plus, enfin, en toute relativité, hein, mais heu, bah, je me suis dit: «Ah ouais, putain, j'avais faire ça quand j'avais 15 ans, comment ça se fait, machin?» et j'ai vraiment envie de retrouver cette ouais, je sais pas pourquoi ça m'attire autant, mais cette capacité, cette mobilité, ce jeu du corps dans l'espace. Et en plus, je trouve que, bah, justement, maintenant
Tu vois, genre, je suis allée vraiment sur des sports plus soit d'explosivité, soit en tout cas d'épuisement du corps. Je veux retrouver un truc du jeu du corps. Voilà, donc c'est ça mon gros, enfin, le gros truc que je veux attaquer et j'arrive pas à le mettre en place en régularité. Parce que je veux aussi retrouver de la régularité dans l'ultracyclisme. Par rapport au triathlon, je perds vachement en régularité parce que quand tu te colles, je sais pas, 300 km le week-end, bah, le lundi, le mardi, même le mercredi, t'as pas envie d'aller faire un run, t'as pas envie d'aller faire du sport, quoi. Et t'as faim, donc tu manges. Enfin bref. Donc ouais, retrouver une pratique régulière, que ce soit à travers le mouvement ou à travers la course à pied. Euh, et, euh, et le trail, en fait, ce qui est amusant, c'est que je pense que c'est la philosophie du trail qui m'a guidée vers l'ultracyclisme. Mais que les opportunités, en fait, c'est parce que j'avais un pote qui m'a dit, viens, on va faire du long, et je lui ai dit, ouais, vas-y, go, parce que c'était simple. Et que je disais, qui veut faire du trail autour de moi, et que c'était pas, tu vois, c'était pas aussi facile. Donc, moi, j'aime bien l'idée de suivre des opportunités, donc pas de problème. Mais en fait, je pense toujours à une image. Euh, En fait, tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, tu as la confrérie de l'anneau qui court pendant des jours sur les montagnes et tout, là. Ils sont, machin. Bon, c'est que des hommes. Ok, fine. Super pour s'identifier. Non, mais bref, ça m'a pas posé de problème à ce moment-là. Et genre, enfin, j'ai cette image un peu, tu vois, genre, qui tourne, ouais, je sais pas. J'appelle ça l'autonomie du corps, tu sais, où tu as l'impression que tu. Et je pense que le mouvement, c'est un peu lié à ça aussi, du coup. Tu vois, genre, où en fait, ton corps n'est que. Tu l'as pas, t'as pas à le traîner, quoi. T'as pas à le porter. C'est que euh, tu flottes dans le monde. Et j'aime bien cette. Enfin, ouais, j'ai envie de flotter dans le monde. Et, et le trail, pour moi, c'est cette idée de courir en montagne. C'est du trail en montagne que j'ai envie de faire. Avec une transe. Enfin, je recherche toujours cette transe qui te fait t'envoler, quoi. J'adore courir en montagne, enfin en tout cas en descente. Il ne reste plus qu'à me mettre à la montée. Et ouais, je recherche cette flottaison quasi mystique, quoi. Ok. Euh, Donc ça veut dire qu'a priori, ce sera aussi du très long en trail? oui. Parce que j'ai cette croyance que pour arriver à cet état, c'est vraiment c'est fou parce que c'est aussi ce type d'expérience que je m'étais dit que je trouverais avec la Saint-Élion. Bon, j'étais bien naïf parce que je m'étais dit ouais c'est tellement long, tu vois, j'avais jamais couru plus qu'un 10 km que forcément je vais repousser mes limites machin. Bon, en fait voilà, pas du tout, c'était beaucoup trop court. C'est juste pas assez long, t'es pas assez fatigué, etc. Enfin dans le sens parce que ça peut paraître un peu genre ouais moi je bouffe une Saint-Élion tranquille, mais dans le sens où tu vois t'as pas à gérer vraiment tant que ça ton sommeil, c'est relativement court finalement, 9 heures et quelques, moi c'est ce que j'avais mis bon. Mais du coup j'ai cette espèce de croyance que pour arriver à l'état dont tu parles, je sais pas pourquoi j'y associe la notion de tu vois manque de sommeil, de longue durée en fait, de 2 3 jours 4 jours plus. Est-ce que c'est la vision que tu as aussi du coup de la pratique du trail dans lequel tu veux te lancer? Est-ce que ce sera forcément du très long? Alors, ouais, ça sera forcément du très long, mais moi je trouve que, tu vois, genre même en rando, mais alors, en rando Ouais. dynamique, tu vois, genre, j'ai parfois ces moments ouais, d'unité, d'unité. Tu vois, genre, Ouais. enfin, tu vois encore le truc là dont je disais, le souffle, la nature, moi, un tout, une légèreté. Est-ce que ce serait un état de flow? Ce qu'on appellerait un état de flow ou c'est autre chose encore, tu penses, Ouais, ouais, dans ce que tu vis? ouais, 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 ouais. Moi, j'adore ce moment où tu es en pleine puissance naturelle, quoi, où tu te dis, enfin, comme si c'était. Ouais, t'es porté, quoi. Ouais, ouais, non, c'est ça, Ouais, c'est fou. ouais. Mais Et- est-ce que la rando te permet pas peut-être entre guillemets plus facilement, tu vois, parce que le rythme est pas le même, t'es beaucoup plus peut-être justement t'as entre guillemets un peu les chakras plus ouverts, tu vois, t'es à un rythme beaucoup plus lent, t'es peut-être plus, c'est un peu de la méditation active, peut-être, tu vois, tu es beaucoup plus en admiration du paysage, le trail, tu cours, non?
Ça me fait penser à ma pote avec qui j'étais partie faire le tour du Keras et elle me disait mais toi tu regardes tes pieds ou quoi parce que tu prends pas le temps de regarder. Et en fait je réalisais que enfin bref tout le monde regarde ses pieds parce qu'au moment il faut faire gaffe où tu marches et en même temps donc je pense que la vitesse n'est pas enfin contradictoire avec la contemplation. Ok. Justement en fait t'es là tu regardes t'es au taquet en fait tu sens les odeurs tu sens les trucs t'entends les bruits tu regardes en fait il s'agit pas juste de voir mais enfin c'est voir avec tous tes sens quoi genre tous tes sens sont au taquet et moi c'est ce que enfin je trouve que dans la rando dynamique ou dans le trail t'as cette impression euh, de Tu t'imprègnes de l'environnement, d'hypersensibilité quoi. Ouais. d'hypersensibilité. Ok. Waouh. Ok. Du coup, ce serait un format. Est-ce que il y a des courses qui t'attirent là pour le coup, des aventures trail? Est-ce que ça existe ce genre de truc, aventure trail? Je sais pas s'il existe alors les aventures trail ça m'intéresserait beaucoup. Bah, je pense à l'UTMB obviously. Euh, non, il y a un truc moi qui me botte bien, mais c'est pas dans le cadre d'une course. Je sais pas si tu vois qui c'est Jenny Toff. C'est une nana Non. c'est une Canadienne que j'adore. Je ne la connais pas personnellement. Et je suis pas du genre fan, mais elle, je la kiffe. Bref. Et elle a fait. En fait, elle s'est planifiée la traversée de plusieurs chaînes de montagnes dans le monde en fast packing ou en flash packing, je sais jamais. En gros, elle a un petit sac à dos assez léger et elle fait toute la traversée toute seule, en autonomie. Elle se filme un peu pendant les trucs. Elle fait des petites vidéos de 15 minutes de chacune de ses traversées sur YouTube, qui sont trop bien. Euh, et, euh, et bah, tu vois, il y avait un peu ce truc là du fantasme du Seigneur des Anneaux. C'est qu'elle Mais court, elle court, elle pardon, mais court. t'es une fan par ailleurs du Seigneur des Anneaux ou rien à voir? J'aime bien, mais pas plus. Ok, Non, mais d'accord. j'aime bien. Non, c'est cette Ok, donc image tu retrouves cette image de la communauté où elle gambade sur les crêtes pendant des jours et des jours. de l'autonomie du corps, tu vois, genre du côté Ouais. flottaison, autonomie du corps. En fait, ouais, ouais, qui me fait rêver, quoi. Donc, pas forcément dans le cadre d'une course, mais ouais, ce côté euh, moi et mon corps dans la nature. Ouais. Ok. Eh ben écoute, on pourra peut-être discuter de la PTL en off parce que j'ai l'impression que c'est un peu un mix, tu vois, de trail, mais c'est pas vraiment un trail parce que tu cours pas tant que ça. Enfin, en tout cas, la plupart des. Moi, j'ai pas du tout couru. Ok. Et puis en 7 jours, c'est en équipe, donc il y a la notion de partage. Moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué. Mais bon, Ah, mais trop bien, mais moi, on ça en me. parlera après. Bah, non, mais en fait, aussi, tu vois, je trouve aussi que quand tu traînes avec. Enfin, quand tu fais de l'ultra, tu vas traîner avec des gens qui font de l'ultra ou qui font du vélo, et donc tu te fais une culture euh, autour des événements ultra comme ça. Et c'est beaucoup plus dur d'avoir de l'info sur des pratiques qui sont vraiment parallèles, similaires. Ouais, Donc, euh, donc cool. Ouais, la PTL, je vais regarder. yes. Trop bien. Ok, et ben écoute, Caro, on arrive au bout. Franchement, c'était passionnant. On est parti sur des sujets que j'avais pas forcément imaginé avant. Tu vois, en tout cas, on a eu un angle hyper intéressant. Euh, C'était top d'en apprendre plus sur ta pratique, mais surtout sur comment tu abordes tout ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas encore échangé, sur lesquels tu voudrais qu'on échange maintenant? C'est pourri comme on dit, mais voilà. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu voudrais qu'on échange pour conclure l'épisode? Ouais, peut-être sur la partie pratique de l'aventure chez les femmes. Yes, allons-y. Enfin, on en a un peu parlé en filigrane, mais donc l'année dernière, j'ai lancé une communauté qui est à Paris qui s'appelle le GROU, comme Gravel Ride Empowering Women. Et on organise des sorties gravel une fois par mois. C'est ouvert à toutes du moment que tu as un gravel. Et en parallèle, j'ai lancé un podcast. Et là, je lance la deuxième saison prochainement, si je prends le temps, avec des super interviewés déjà. Et pourquoi j'avais lancé ce groupe, c'est parce que je pense que le gravel et l'aventure, c'est vraiment un truc
la gestion de l'inédit plus que la performance, c'est un truc qui parle aux femmes. Et puis, en fait aussi, que les femmes se sentent chez elles, dehors. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Qu'elles se sentent aussi en droit de prendre le temps de s'entraîner, et même de passer du temps avec d'autres femmes dehors. Parce qu'en général, comment dire, les pratiques de divertissement des femmes en groupe sont plutôt intérieures qu'extérieures, contrairement aux mecs qui vont se dire vas-y, on fait un foot. Donc il y a vraiment ce côté d'aller chercher, enfin d'encourager les femmes à se dire bah vas-y, en fait on peut passer du temps partagé entre copines dehors, et pourquoi pas en gravel. Donc voilà. Le grou, Le gros. excellent. Donc le podcast, c'est le grou, ouais, le grou. De toute façon, voilà, je mettrai le. Non, je regardais si c'était le grou ou le grou podcast. Ah oui. Mais je mettrai les liens en description de l'épisode. Cool. Et ouais, vaste sujet, hein, je te le disais avant qu'on commence. C'est vrai que moi, de ma fenêtre, alors très certainement que je suis biaisé, etc., parce que je ne suis pas une femme, mais j'avais pas forcément. En fait, plus j'échange avec des invités et eux, femmes, plus je me rends compte qu'en fait, il y a plein d'univers dans lesquels les femmes n'osent pas trop se lancer pour de diverses raisons. La voile, tu vois, par exemple, j'ai une invitée, Sacha Lagnès, géniale, qui fait de la voile en solitaire et qui me disait qu'il y a certaines épreuves solitaires, il y a genre 5 femmes pour 100 bateaux au départ, tu vois. Et tu dis, bon, dommage. Et le vélo, c'est ce que disait Céline dans son épisode de Winma. C'est un petit peu la même chose. Donc, en tout cas, cool de voir qu'il y a des initiatives comme ça. Donc, d'un point de vue géographique, c'est quoi le GROU? C'est surtout sur Paris Ouais. pour le moment? Ouais. Pour okay. l'instant, mais et là, si les filles veulent faire des groupes gravel à Aix-en-Provence, par exemple, et qu'elles voilà, rallient au gros, pas de problème. Génial. Et là, vous êtes combien du coup sur Paris? T'as un noyau dur un peu de pratiquantes? Chaque sortie, on est 25 à peu près. Ah ouais, quand même. Ça tourne, selon les disponibilités, tu as, on va dire, moitié de régulières et moitié de filles qui viennent pour la première fois, et ça ne cesse de grossir. Et ça, c'était pendant l'hiver, donc on va voir ce que ça donne là avec les beaux jours qui viennent. Trop bien. Et donc, s'il y a des auditrices qui sont intéressées, le plus simple pour vous rejoindre, c'est quoi? Il y a un site, Insta, il y a un Meetup? Il y a un Insta, ouais. Insta, ok. Très bien, et ben je mettrai tout ça. Et génial. Et juste pour le sujet, quand tu disais il y a moins de femmes qui osent tu vois, pour les compétitions, etc. Je suis désolée, je fais ma petite parenthèse, mais moi je pense aussi que tu as les événements qui sont pas forcément pensés pour les femmes. Ils sont pas en accord en fait avec ce qui nous fait kiffer. Alors je sais pas s'il y a une différence. Il y a des femmes qui kiffent la compétition, fine. Mais tu vois, genre le Tour de France femmes, je trouve que c'est une copie, un copycat du Tour de France homme, alors qu'en fait peut-être qu'on devrait en fait créer nos événements, enfin, ou pas nos événements, mais créer des événements qui sont fondés sur d'autres paramètres que la performance, et plutôt que d'être toujours en fait une adaptation à la marge en fait. Un dupliqué, ouais. Ouais. Et tu vois, genre Poco Loco, c'était ça aussi l'idée, c'était de se dire en fait on va créer un truc qui est mixte par nature, parce que on va pas aller chercher des trucs qu'on va adapter à la marge de préceptes. Tu pars d'une page blanche, tu vois, qui dès le début est, comme tu disais, inclusive et responsable, plutôt que de décliner un événement. Ok. Mais ça, intéressant. c'est pour organiser. Ouais, le Tour de France féminin, c'est vrai que c'est un sujet. Hein. J'ai eu une invitée qui a enchaîné les deux. Une femme des Vosges qui a fait toutes les étapes du Tour de France masculin avec les transitions à vélo. Puisque j'ai découvert avec cet épisode que toi tu dois le savoir, mais en fait les coureurs du Tour de France, ils sont trimballés d'étape en étape. Entre les étapes, en fait, ils se déplacent en bus. Elle a fait les transitions à vélo et elle a enchaîné avec. Mais c'est Fanny. Non, c'est pas Fanny. Comment? C'est pas Non, Aline. Alors elles étaient deux, donc je sais plus comment s'appelle sa comparse là, mais elles étaient deux. Et donc elles ont fait ça l'été dernier.
Aline Clément. Et elle a enchaîné avec... alors, je ne sais plus combien d'étapes avait le Tour de France féminin. On en a parlé, je sais qu'elle m'a dit que c'était... Enfin, en gros, ils ont fait un dupliqué du Tour de France masculin, mais en mode un peu dégradé. Et, il y avait beaucoup moins d'étapes. Et bref, elle a enchaîné les deux, en fait. Donc, ça lui a fait 4900 bornes. Et elle était à chaque fois un jour devant pour le Tour de France masculin. Elle était un jour devant les coureurs. Donc, elle a tenu les délais, etc. Et le message, c'était un peu de dire, en fait, vous voyez, le sujet de la femme dans le cyclisme, c'est un non-sujet. Ouais. Moi, je fais 4900 bornes, sans les transitions en bus, sans les kinés, les armées de diététiciens, de masseurs et tout, et il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Donc, 70 cols franchis, 4900 bornes, 24 jours, elle a mis. Incroyable. Ok, donc Grou, allez vous renseigner, le podcast, l'événement, Poco Loco, je vais mettre les... Aïe, Poco Loco, ça sent l'inscription de mon côté, mais on va en parler, on en parlera. Mais en tout cas, Caro, un grand merci, c'était génial, très très intéressant, plein de... Voilà, ça fait quoi, plein de choses, donc je repars avec des takeaways, comme ils disent au Canada, intéressant. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite et peut-être à une prochaine sur une aventure, qui sait. Merci beaucoup à toi pour ton accueil et à très bientôt. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast, ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouvel invité.